Docteur Guinegagne, bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis médecin depuis 1986, ce qui fait un certain nombre d'années. Sans s'en apercevoir, la pratique a beaucoup changé depuis la fin des années 70, date à laquelle j'ai débuté mes études. Ça peut sembler curieux, mais à cette époque, il n'y avait pratiquement pas de services d'urgence organisés comme on les connaît aujourd'hui. Or, bien sûr, les patients étaient accueillis aux urgences. Il y avait du personnel infirmier dédié, mais les médecins étaient des internes de spécialité, comme la cardiologie, gastroentérologie, qui assuraient à tour de rôle la permanence, et il faut le dire bien souvent, de mauvais gré. Vers le milieu des années 80, un accueil spécifique et adapté s'est fait sentir, mais toujours sans aucune création de spécialisation médicale. Ce qui veut dire que vous n'en avez aucune. C'est tout à fait exact. Sur le plan légal, je suis médecin généraliste, bien qu'ayant toujours exercé dans le milieu de l'urgence et surtout du SAMU, qui est la tête pensante qui reçoit les appels urgents, et le SMUR, qui sont les membres effecteurs qui font les transports médicalisés de réanimation. Ces services n'existent sur le plan national de manière officielle que depuis 1986, avec un décret qui a légalisé la création du Centre 15. Quand avez-vous commencé le SMUR et comment en êtes-vous arrivé là? Dans les années 80, le choix des stages d'interne s'effectuait par ordre alphabétique, avec des rotations de 6 mois et décalage des lettres, ce qui fait que chaque interne était parfois très bien placé dans l'ordre des choix et parfois très mal placé, avec les services dont personne ne voulait, mais on va y revenir. On était formés par des mandarins et la pratique noble était celle qu'ils exerçaient, et ils nous répétaient que cette voie était la seule possible. Et bien sûr, nous y croyions dur comme fer. Donc j'étais en fin de choix alphabétique avec les services dits de rebut, des services réputés peu formateurs. On était bêtes. Et j'ai choisi le SAMU 77. Et alors là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Du point de vue de la formation, il n'y avait rien de mieux. Je ne regrette pour rien au monde d'avoir été aussi mal placé dans le choix des postes. Ça a changé ma vie professionnelle et modifié ma future carrière de manière irréversible. Je ne regrette rien, bien au contraire. Et sans le savoir, je devenais un médecin spécialiste dans une des spécialités les plus en vue aujourd'hui. Pouvez-vous décrire le SMUR en 1985? À l'époque, on pouvait étudier une spécialité de 2 manières. La voie royale, l'internat, et les CES, une voie alterne méprisée par ceux venant de la voie royale. Les anesthésistes étaient tous formés par cette deuxième voie, et les SAMU et les SMUR avaient tous été créés par ces espèces de forcenés d'anesthésistes. Donc j'arrive en 3e cycle en 1984, les premiers internes d'une réforme qui organise la rotation alphabétique des postes. Le SAMU était largement connu de la population, mais pas par l'État. On ne contactait le SAMU que par un numéro à 8 chiffres, et oui, il n'y avait pas encore 10 chiffres. Les véhicules n'étaient pas prioritaires, certains policiers zélés nous arrêtaient parfois. Ceci dit, les pompiers n'étaient prioritaires que dans le cadre d'une lutte contre l'incendie, pas pour le transport des blessés. Cependant, la société civile avait avancé plus rapidement que la politique, et sur le terrain, nous étions largement reconnus. Notre équipement était ce qui se faisait de mieux en réanimation, mais était peu adapté à être transporté. Nous avions de grosses valises lourdes et peu pratiques. Pas de téléphone portable, des tensiomètres manuels, des flacons de perfusion en verre, beaucoup d'autres choses d'un autre temps, mais nous faisions du bon boulot, je crois. Question formation, c'était une école magnifique. On apprenait à prendre des décisions rapidement, à oublier un peu tout ce qu'on avait appris dans nos stages précédents. Fini la recherche d'un signe exceptionnel, la priorité était maintenant de sauver des vies, et cela était parfois une course contre la montre. Dans une équipe, sur les lieux, on apprenait à peu se parler, à connaître nos rôles respectifs sur le bout des doigts. Ceci dit, ces généralités sont vraies aujourd'hui. Sur le plan des pathologies rencontrées, c'est simple, toutes. Du moins dans leurs complications les plus graves. En sortant du SMUR, les internes sont transformés. Ils sont plus matures. Comment le SMUR a-t-il évolué dans le temps? Je vous disais que dès les années 80, nous étions reconnus par la société civile, et c'était vrai. Mais cela s'arrêtait aux portes de l'hôpital. À l'intérieur, nous étions un peu les empêcheurs de tourner rond. Pourriez-vous détailler?
Eh bien, les chefs de service réservaient des lits à des patients et nous avions l'outrecuidance d'arriver à l'improviste et souvent avec des patients dans un état grave. C'était difficile, mais heureusement cela s'est inversé. Maintenant, ce sont les urgentistes qui décident des admissions. C'est une bonne chose pour les patients en premier et pour l'organisation générale ensuite. Sur le plan de la digitalisation, c'était crayon papier, mais c'est une autre histoire. En SMUR, le matériel a beaucoup évolué vers la miniaturisation, la solidité et l'ajout de nouveaux équipements. Échographie, oxymètre de poule, véritable laboratoire mobile, planche à masser et le perfectionnement d'autres matériels comme des ventilateurs, électrocardioscopes, tensiomètres et beaucoup d'autres. Sur le plan formation, l'urgentiste SMUR ou urgence est maintenant un médecin spécialiste reconnu avec une formation spécifique. Et je dois dire que mes jeunes collègues m'impressionnent souvent par ce qu'ils savent. Il ne leur manque véritablement que la pratique. Que devrions-nous garder absolument du SMUR de 1985 ? Alors, je pense sincèrement que c'est pour être capable de faire des soins d'urgence que chaque médecin a fait ce métier. Et objectivement, c'est en SMUR que l'on l'apprend véritablement. Alors, s'il fallait absolument garder les choses, 3 choses, l'esprit. Apprendre à travailler d'équipe et l'esprit qui domine encore et toujours. On est en première ligne, on reçoit des situations difficiles en pleine tête. On se doit d'être humble et on apprend petit à petit de ses errances, de ses échecs. C'est à ce stade qu'on apprend du reste de l'équipe, sur le terrain, ce qu'aucun cours magistral dans un amphithéâtre n'enseigne. Et puis on est souvent confronté à des situations difficiles sur le plan physique ou moral, comme des décès d'enfants par exemple. Et c'est encore un esprit de soutien des autres membres de l'équipe qui aide à affronter cela. Enfin, certains moments sont difficiles, comme le manque de sommeil, et c'est l'esprit de solidarité du reste de l'équipe qui permet de se transcender. Merci, Dr Guinnogagne.